je m'appelle Pauline et je suis ravie de vous accueillir sur On s'en sort, le premier podcast qui parle d'addiction et de dépendance en toute transparence et avec bienveillance. Vous trouverez ici des témoignages de malades, de leur entourage ou de professionnels dans ce domaine. Nous sommes tous concernés par l'addiction, que nous y soyons personnellement confrontés ou qu'elle touche quelqu'un que nous connaissons. Pourtant, ça reste un sujet difficile à aborder où beaucoup de préjugés et de clichés continuent de circuler. Alors qui de mieux placé pour en parler que ceux qui l'ont vécu ? J'espère que chaque épisode vous aidera à mieux comprendre les mécanismes de cette maladie, qu'ils permettront aussi et surtout à d'autres malades de se sentir moins seuls et de s'en sortir. C'est parti, bonne écoute! Pourriez-vous dire que vous arrivez au quotidien à reconnaître vos émotions? Pourriez-vous dire que vous arrivez à les maîtriser dans toute situation? Pourquoi est-ce que le fait de casser un verre par maladresse me met si en colère? Pourquoi ai-je ce mal-être que je n'arrive pas à nommer? Parfois des centaines de questions de ce genre tournent dans nos têtes sans que nous sachions y répondre. Pour leur échapper, pour apaiser ces angoisses, pour cacher cette sensibilité, il peut nous paraître nécessaire de consommer des substances qui sembleraient adoucir le quotidien. À tant vouloir s'échapper de sa détresse, Elena s'est retrouvée prisonnière du cannabis. Parce que oui, la weed peut te rendre accro. Aussi douce puisse-t-elle être en apparence, les barreaux de sa dépendance sont aussi durs que pour toute autre substance. Aujourd'hui, nous parlerons de dépression et solitude, du rapport aux dealers et de féminisme, de l'accueil de nos émotions pendant notre enfance et de notre construction, de soutien et d'amour, mais surtout de force de vivre. Je m'appelle Elena Charla, j'ai 25 ans. Pour le moment, je travaille en tant que freelance pour des différents cabinets de conseil à Londres, où je vis depuis 1 an. Je vis en Angleterre depuis 7 ans maintenant, mais je suis de retour en Belgique, près de Bruxelles, où j'ai grandi. J'ai 2 petits frères, une maman. Mon père est décédé quand j'avais 10 ans. Il souffrait d'alcoolisme et il était aussi addict à la cigarette et aux annexes. Et je suis célibataire sans enfant. Ce que je te propose maintenant, c'est de nous donner, en tout cas, l'image que tu as, toi, de l'addiction, la façon dont toi, tu la définirais. L'addiction pour moi, c'est une maladie qui est entremêlée avec l'anxiété et la dépression. Pour moi, c'est une manière de survivre en fait, quand on n'arrive pas bien à vivre. C'est flirter entre la vie et la mort. Pour moi, l'addiction, c'est un mal-être profond qui se traduit en comportement destructeur, un manque de confiance en soi et plus précisément en ses capacités de gérer ses émotions. Et donc au début, l'addiction permet de s'évader de ses émotions, de se sentir mieux, se sentir plus protégé, d'oublier. Mais bien sûr, après, ces émotions nous rattrapent et l'anxiété est amplifiée par la substance même. On augmente les doses, la fréquence, et cette évasion devient de plus en plus incontrôlable, jusqu'à finalement prendre le dessus complet sur la vie. Être sobre, devient insoutenable, et c'est pour ça que beaucoup de gens, malheureusement, meurent à cause de l'addiction via le suicide, conscient ou non, que ce soit l'overdose ou le suicide par la définition propre. Et toi, ton addiction, c'était quoi alors? Alors, mon addiction est au cannabis. Donc j'ai commencé vers mes 17 ans, mais si je repense à la période de ma vie avant celle-là, j'ai toujours eu des comportements addictifs. Donc j'étais assez kleptomane quand j'avais 7 à 8 ans, très addict à la télévision aussi à cet âge-là, et puis j'ai commencé à fumer la cigarette à l'âge de 14 ans, et je faisais beaucoup la fête en début d'adolescence, je buvais beaucoup, et j'ai fait beaucoup de drogue à l'université, donc que ce soit cocaïne, ecstasy, MDMA, kétamine, LSD, champignons, j'ai tout fait. Mais le cannabis, c'est beaucoup moins cher et c'est plus socialement accepté. Donc, c'était la drogue de choix que j'ai choisie. Est-ce que tu peux nous expliquer, entre le moment où tu as, fumé, ton premier joint et le moment où tu as vraiment été dans l'addiction, ce qui s'est passé, en fait, comment tu es tombée dans l'engrenage? Bah, j'avais déjà fumé auparavant, avant d'être vraiment addict à ça. J'ai fumé quelques joints à l'école, mais pas plus que à 6 différentes occasions. Mais ouais, donc ça a commencé par l'évasion. Donc j'ai déménagé en Angleterre pour étudier quand j'avais 17 ans et je me sentais très perdue et détachée de mes émotions durant toute mon adolescence. Voilà pourquoi aussi je faisais tous les trucs que j'ai mentionnés avant. Et donc je voulais voir si l'herbe était plus verte en Angleterre. Maintenant que j'y repense, maintenant je vois bien que c'était un début de dépression, mais à l'époque je savais même pas ce que c'était pas un sujet dont on discutait et encore moins avec ma famille. Donc voilà, donc le sentiment de un peu de désespoir a déménagé avec moi en Angleterre. Et j'ai commencé par fumer un ou deux joints par soir.
mais pas tous les soirs, c'était pas encore journalier. Et à l'époque, j'étais en couple, j'étais entourée de beaucoup d'amis, mais je me sentais vraiment très très seule. J'avais des sentiments et des pensées que, enfin, moi-même, je comprenais pas en fait. Je savais pas mettre des mots dessus, donc j'arrivais pas à les expliquer aux autres. Et donc, je m'isolais de plus en plus. Et puis, mon copain de l'époque et un ami proche à nous a commencé à fumer avec moi. Et on a tous décidé de vivre ensemble. Et donc, c'est vite devenu tous les jours, dès la fin des cours. Et puis après, c'est devenu avant les cours, tout le temps. Quand j'avais pas le cannabis, je me tournais vers d'autres substances, l'alcool ou la spice. C'est une bœuf synthétique qui est assez populaire en Angleterre. Je sais pas si ça existe en France aussi, enfin sûrement, mais je connais pas le nom. Voilà, après c'est devenu journalier jusqu'à facilement 10 joints par jour à partir de 2014. Donc ça a dégringolé très très vite. Ouais, je me suis rendu compte de mon addiction à ce moment-là, donc environ un an euh, plongée dedans. Mais à ce moment-là, je voyais absolument aucune issue. Donc, dès que je devais arrêter, par exemple, pour voir mes grands-parents ou partir en voyage avec la famille, etc., tout simplement parce que j'en trouvais pas, les symptômes du manque devenaient tellement insoutenables que même l'idée de m'en séparer, la substance, ça me faisait très peur. Donc, je me sentais vraiment coincée dedans. Donc, tu dirais que il s'est passé combien de temps entre ton premier joint et les premiers sentiments de manque que tu as ressentis? Ouf, ce serait très dur à dire ça, mais je pense que c'était assez vite quand même. C'était peut-être même pas 6 mois. Ouais, je dirais 6 mois environ. Ouais, donc 6 mois pour ressentir vraiment l'addiction s'emparer de toi, c'est ça? Ouais, mais à ce moment-là, j'arrivais pas à mettre ce mot dessus. Enfin, je me disais juste, oh, je suis juste irritable, etc. Je me rendais pas compte encore du manque. La réalisation du manque s'est vraiment fait après un an environ, quand je me suis rendu compte que j'étais accro, quoi. Tu nous disais tout à l'heure que quand tu es partie en Angleterre, tu as emmené dans tes valises un sentiment un peu de dépression, de déprime. Est-ce que c'est ce sentiment-là qui a fait que tu es tombée dans l'addiction et est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à mettre des mots sur tout ça? Ouais, bah, je pense que c'est le sentiment de la dépression. J'avais beaucoup d'anxiété à l'époque aussi, mais je savais pas en fait ce que c'était. Je savais pas comment je me ressentais. Et je pense que c'est ça vraiment qui m'a conduit vers l'addiction, c'est que j'avais plein de sensations et de sentiments et d'émotions en moi, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. J'arrivais pas à les comprendre et ça devenait vraiment trop. Donc je me tournais vers le cannabis, vers la bœuf pour me sentir mieux en fait. Et puis après, ma consommation était tellement forte que ça prenait le dessus sur mes journées et ça faisait qu'amplifier la dépression. Donc c'était vraiment, c'était main dans la main. Ok. Et à ce moment-là, toi, t'avais aucune idée qu'il y avait une dépression derrière. Après un an, ouais, j'ai été voir un psychologue parce que mon copain de l'époque voyait bien que ça allait pas bien et je commençais à perdre beaucoup de poids parce que je faisais des crises d'angoisse que j'avais jamais fait avant. Donc j'ai perdu ouais, très vite du poids et je suis déjà assez fine de base, donc il y avait des gens qui s'inquiétaient. On m'a envoyé voir un psychologue à l'université. Mais je sais pas si tu es au courant, à l'université en Angleterre, plus de un quart ou un tiers des élèves font une dépression, parce qu'il y a énormément de pression et l'université coûte très cher. Donc, l'idée de partir met plein d'angoisse. Et ouais, donc j'ai été voir quelqu'un, je lui ai expliqué comment je me sentais et elle m'a dit, ouais, tu fais une dépression. Et à ce moment-là, je pensais d'avoir trouvé une issue. Donc, j'ai demandé à voir un psychologue et on m'a dit qu'il y avait une liste d'attente de 4 mois, pardon. Et que la seule solution, c'était de me mettre sur des antidépresseurs. Et à l'époque, je connaissais plusieurs personnes qui avaient commencé les antidépresseurs et qui, 3 ans plus tard, en prenaient toujours, étaient complètement accro à ça. Et ça avait beaucoup changé leur personnalité. Donc, j'avais vraiment peur d'échanger une addiction pour une autre, en fait. Donc, je me sentais vraiment perdue niveau aide médicale à ce moment-là. Oui, donc en fait, là tu dis j'avais peur de remplacer une addiction par une autre, donc à ce moment-là, tu commençais à te rendre compte que le cannabis était devenu la substance dont tu pouvais plus te passer. Ouais, absolument. Ça, c'était début 2014 et j'ai commencé à fumer fin 2012, début 2013. Donc, c'était presque un an, et pile un an après. Donc là, je me rendais bien compte qu'il y avait un problème parce que je faisais que ça et quand je n'avais pas, je m'inquiétais en fait. J'avais peur de pas en avoir. C'est quoi les symptômes de manque quand on est accro au cannabis? Alors, bah déjà, il y a les symptômes physiques. Quand on est en manque, on transpire beaucoup la nuit. C'est vraiment la nuit où ça devient le pire. On a des bouffées de chaleur avant de s'endormir, donc c'est assez difficile. Et quand on s'endort, on fait des rêves horribles, des rêves qui relèvent beaucoup d'émotions qu'on a essayé de cacher.
parce que quand on fume, ben, on rêve presque plus, sauf peut-être un tout petit peu le matin, mais enfin, on s'en souvient presque jamais. Donc ouais, c'est le retour des rêves et des rêves très émotionnels. Donc ça, c'était assez difficile à gérer. Et on a aussi beaucoup de mal à manger parce que, enfin, je sais pas si tu as déjà essayé, mais enfin, quand on a un peu les munchies, qu'on appelle ça, qu'on on a un peu faim quand on fume. Donc souvent, quand on fume beaucoup, on associe la fumette avec le moment de manger. Donc quand on en a plus, et ben on a une nausée, on a faim, mais on a du mal à manger, à avaler. Il y a beaucoup de goûts qui nous dégoûtent. Et puis généralement, on se sent très faible, on a moins d'énergie. Et puis il y a beaucoup de symptômes mentaux. Donc déjà les rêves, ça révèle beaucoup d'anxiété. On se réveille le matin et il y a énormément d'émotions à la surface. Et puis on est très facilement irritable, on est très sensible. Je me ressentais, j'avais beaucoup de mélancolie, donc je m'isolais beaucoup parce que je me sentais limite folle. Je disais pourquoi est-ce que je me sens aussi triste alors qu'il s'est rien passé. Et donc ouais, je m'isolais et donc ça transformait la mélancolie en profonde tristesse qui se transformait en déprime. Et donc voilà, je pense que c'est pour ça que ça pousse beaucoup de personnes, et enfin moi y comprise, à retomber dedans. C'est plus les symptômes mentaux que les symptômes physiques parce que ils sont vraiment insoutenables, et l'addiction c'est comme une béquille en fait. C'est la seule manière concevable à ce moment-là de vivre, enfin de survivre plutôt. Au tout début, quand tu t'es présenté, tu nous as parlé de ton papa qui avait une addiction. Est-ce que à ce moment-là, tu faisais le lien entre son addiction à lui et la tienne? Est-ce que tu arrivais à faire le parallèle, à y réfléchir de cette manière-là? À ce moment-là, un peu. Bah déjà quand j'ai commencé la cigarette, mon père fumait aussi. Et on m'a fait deux trois commentaires comme ah tu ressembles beaucoup à ton papa quand tu fumes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, genre ça m'a donné beaucoup de, enfin je me suis sentie un peu remplie d'amour et comme si je retrouvais un peu mon père. Et donc c'est vrai que je me sentais plus proche de lui quand je fumais. Par contre, quand je fumais la beuh, moins, enfin, en tout cas pas au début. Plus tard, oui, bah, après quand j'ai essayé de m'en sortir, j'ai vraiment réussi à faire le parallèle, mais au début pas trop, non. Et donc pendant toute cette période que tu nous as décrite, tes relations avec ton entourage, alors ta famille, tes amis, elles ont évolué comment? Bah déjà, comme je disais, j'étais beaucoup plus irritable et encore plus dissociée de mes émotions. Donc je me distançais beaucoup des gens parce que j'avais pas envie qu'ils me voient comme ça aussi. Donc je m'isolais beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y a certaines amitiés qui ont pas tenu. Puis après les amis à moi qui fumaient aussi sont devenus des amis très proches à ce moment-là, mais enfin plus c'est toujours des amis. Enfin, il y a quelques-uns qui sont toujours des amis proches avec qui je fume plus, mais c'est vrai qu'à l'époque je me souviens que j'avais créé des relations qui étaient vraiment centrées autour de la fumette et autour du cannabis. Et puis, j'ai eu quelques amis qui ont essayé de me raisonner très tôt dans mon addiction, au moment où j'étais endémique totale, donc dans la première année. Et ça, je m'en suis beaucoup écartée parce que ils ont pris une approche assez agressive. Et à l'époque, j'étais pas du tout consciente de ça, donc j'étais pas du tout prête à l'entendre. Donc ça, c'est des amitiés qui sont un peu dégringolées. Et puis quand j'ai fait vraiment ma vraie dépression profonde, et j'ai des pensées suicidaires, etc. Là, j'étais vraiment un zombie, donc ça a été très dur pour mes frères surtout. Donc, je suis très proche de mes deux petits frères. Et pour ma mère aussi, ma mère comprend pas trop l'addiction. Elle a même toujours du mal à comprendre l'addiction de mon père qui est décédé. Donc, je lui en ai jamais parlé. Et à l'époque, je faisais tout pour pas rester chez moi et juste, ouais, je passais des heures dans la rue à fumer jusqu'à 4 heures du matin, etc. Et je cachais ça d'elle en fait. Et donc je faisais ça en isolation ou avec des amis qui fumaient aussi. Et après, je faisais comme si de rien n'était et je revenais dans le monde normal et j'arrivais à interagir, à être drôle, à faire semblant que tout allait bien. Donc au final, mon entourage, il n'a pas tellement changé pendant, mais après, quand je m'en suis sortie, j'ai j'ai réussi être de plus en plus vulnérable, à moins m'isoler quand ça allait mal, à demander de l'aide et à petit enlever mon masque. Donc mes relations qui prédatent l'addiction et celles que j'ai tissées à partir du moment où j'étais consciente de ce problème sont des relations en fait qui sont très riches. Donc là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance, mais je pense que c'est aussi avec le fait que le cannabis, comme j'ai dit avant, c'est une drogue qui est beaucoup plus socialement acceptée. Et donc tu disais, à un moment, tu as des amis qui ont essayé de t'alerter et tu t'es éloignée d'eux parce que tu étais pas prête. Comment, à ton avis, ou en tout cas pour toi, quelles attitudes, ton entourage, aurait dû, entre guillemets, «adopter» pour t'aider à ce moment-là? Bah déjà, mon entourage enfin ça m'a beaucoup aidé. C'était vraiment deux personnes au début, des vieux amis
qui m'ont vu à un moment et qui m'ont fait: «Ah putain, tu fumes beaucoup trop, c'est quoi ton problème?» et cetera et tout, et l'ont fait d'une manière très agressive qui n'est pas venue avec beaucoup d'amour. Donc à cette époque-là, j'étais là: «Bon écoute, si tu veux pas mon bien-être, casse-toi», et au fond, c'était pas des amitiés très, très, très solides. Mais déjà, comme j'ai ouais, c'est comme on l'a dit avant, il faut que la personne se rende compte, en fait. Si la personne est dans le déni, il y a limite rien à faire, et ça qui est très dur pour l'entourage. J'ai quelques amis qui sont dans le cas maintenant, et même pour moi qui est passé par là, c'est très difficile. Donc ça peut prendre du temps, et ça peut être voilà, très dur pour les proches, parce on voit son proche se faire du mal, en fait, et aussi faire du mal à ses amis, à sa famille, par la même occasion. Donc les premières années au mois pour certaines personnes sont vraiment engravées dans le déni. Donc à ce moment-là, ça sert à rien, moi je pense, de le faire, surtout d'une manière brusque. Ça empire limite la situation, en fait. Ça emprisonne plus la personne qui souffre d'addiction. Mais quand on commence à en parler, même si c'est oh là là, tu sais, hier j'ai fumé beaucoup trop, je me sentais trop pas bien, ou ouais, je pense que je fume un petit peu trop récemment. Quand la personne commence à vocaliser le fait qu'elle est consciente de fumer trop, même si elle parle pas encore d'addiction, alors là, c'est le bon moment vraiment d'enrichir la personne qui en parle, en fait, et de valider la vulnérabilité de la personne. Donc, dire des phrases comme ouais, franchement, merci de me faire confiance et d'en parler. Je sais que ça doit être super difficile pour toi. Donc, vraiment, je suis là pour toi, toujours. Je t'écoute. Je suis sans jugement, sans attente. Parle de ce que tu veux parler. Je tiens énormément à toi et je veux juste ton bonheur. Ça, c'est des trucs qui sont super importants dès que la personne commence à s'ouvrir. Et quand la personne commence à vocaliser le fait qu'elle veut s'en sortir, qu'elle est consciente de son addiction, là, il faut encore plus renforcer et dire des choses comme je crois en toi, je suis fière de toi, tu peux le faire, je suis là pour toi et je veux être là pour toi aussi. Donc dis-moi si tu as besoin de moi et je serai là pour t'aider, peu importe ce que c'est. Tu n'es pas seule. Et en fait, c'est juste laisser cette possibilité, en fait. Je pense que c'est important de pas forcer des choses sur la personne addict. Bien sûr, ça dépend de la personne. Je parle de mon expérience personnelle, mais de ce que j'ai vu, c'est souvent la même chose avec les personnes qui sont atteintes de addiction dans ma vie. C'est pas faire genre, oh, franchement, ce serait une bonne idée de faire une thérapie, ou dire, écoute, franchement, ce que tu te fais là, c'est que tu te fais du mal. Des choses comme ça, en fait, ça renforce la tristesse et le mal-être de la personne, parce que la personne qui fume, ou enfin qui est addict, qui a une addiction, la personne se déteste déjà, en fait, et c'est en partie pour ça qu'elle se drogue, ou qu'elle boit, ou qu'elle a des attitudes addictives. Donc faut jamais se faire en sorte de mettre la faute sur la personne qui souffre de ça. Il faut parler de cette personne. Il faut pas parler de cette personne comme si c'était un fardeau. Pardon. Parce que c'est vraiment l'impression que cette personne a, et c'est en partie pour ça qu'elle s'isole avec sa substance de choix. Donc ouais, il faut faire attention à pas faire ressentir la honte, parce que la honte, ça prolonge et ça plonge l'addiction. Et tout addict qui est conscient de son addiction a déjà honte. Donc faut faire attention de ne pas renforcer ses sentiments négatifs. Il faut juste le rappeler qu'on s'en sort, et il faut aussi rappeler la personne qui souhaite à aider ça, parce que c'est facile de plonger dans l'irritation, de se dire putain, elle a déjà essayé 3 fois, elle a toujours pas réussi. Et ça, c'est des trucs qui vont juste en fait renforcer la personne dans son addiction. Ce qui peut être difficile à comprendre, mais ayant été dans les deux, dans la personne qui essaie d'aider et la personne qui souffre de ça, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Et donc, toi, à quel moment t'as senti que tu touchais le fond, que ça allait plus du tout? Bah, très vite, à partir d'une année, comme j'ai dit avant, dès que c'est devenu journalier, en fait, et que je passais plus de temps défoncé que sobre. Mais c'était pas vraiment un fond. Je pense que l'image d'un fond, on se dit à un moment, on se dit waouh, c'est vraiment la merde. Mais c'était vraiment un fond continu. Donc dès que j'étais consciente, pardon, de mon addiction, c'est à ce moment-là où j'ai touché un fond, en fait. Et jusqu'à ce que je fasse ma première tentative d'abstinence l'année passée. Donc j'ai vraiment passé 5 ans dans le fond, je dirais, de ouais, fin 2012 à fin 2019. Non, c'est plus que ça, en fait. 6 ans. Il y avait des moments où je relativisais, j'avais des moments heureux et des moments où je suis moins que d'autres. Mais c'était vraiment un sentiment continu de désespoir. Et je trouvais aussi des raisons d'excuser ma consommation. Donc, par exemple, j'ai fini l'université, j'avais une bonne moyenne, je trouvais un emploi. Donc, je me disais, ah ok, je peux vivre avec ça. Mais très rapidement, j'arrivais à contrôler pendant quelques jours et puis j'arrivais plus à contrôler. Donc, c'était vraiment un fond continu. Et ouais, dès qu'il y avait un événement qui me faisait monter des émotions de tristesse ou de colère, etc., bah, je me replongeais dedans. Et là, je me sentais vraiment comme
comme une grosse merde sans aucun contrôle. Donc, je me détestais tout autant qu'avant. Donc ouais, donc c'était vraiment un fond, comme j'ai dit avant, dès qu'on est conscient de son addiction et du fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir, là on se sent au fond. Et chaque fois qu'on se dit ouais demain j'arrête et que tu recontactes ton dealer, et ben là tu te sens au fond aussi. Et dès qu'on rallume son premier joint après ça, on se sent ok. Puis après le troisième qu'on fume, on se sent un peu plus angoissé et triste. Et après on en fume trois autres pour juste éteindre son cerveau, s'endormir, complètement défoncé pour anesthésier tous ses sentiments. Et ça recommence le lendemain. C'est une suite continue. Donc ouais, le fond est continu. Et est-ce que toi, tu avais conscience que l'addiction était une maladie? Pas du tout au début. Non, non, non. Moi, je pensais que c'était, comme on dit souvent. Tu vois le commentaire dont tu m'as trouvé sur YouTube? Oui. Un des parents sur ce clip, c'était l'émission de Ça commence aujourd'hui. Il disait ouais, moi je comprends pas pourquoi mon fils est accro et j'ai aucun addict moi. Comment ça se fait qu'il a eu ça? Ben je viens d'une famille un peu similaire. Enfin, de fils, pas mon père, mais ma mère, elle pense comme ça un peu. Et donc, pour moi, l'addiction, c'était vraiment des personnes égoïstes qui choisissaient de se pourrir la vie avec une substance. Je voyais pas du tout ça comme une maladie, je comprenais pas du tout le fond de la chose, et c'est ce que j'ai réussi à comprendre dans cette dernière année, quoi. J'éclaire très rapidement votre lanterne concernant la vidéo qui est mentionnée dans ce passage par Elena. Il s'agit tout simplement d'un replay de l'émission Ça commence aujourd'hui qui est disponible sur YouTube. Cette émission s'appelait Ados et accros, comment s'en sortir. Il s'agissait de parents qui venaient témoigner de l'addiction de leurs enfants. Si vous souhaitez regarder ces témoignages, je vous mets le lien de la vidéo en description de l'épisode. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que si on t'avait dit, si dès le début, tu avais su que c'était une maladie, tu l'aurais vécu différemment? Je pense que oui, parce que je parlais de mon expérience avec les médecins avant. Quand je parlais de ma dépression et que ça allait pas bien avec des médecins, je parlais aussi du fait que je consommais de la bœuf quotidiennement. Et soit on me disait rien là-dessus, ou soit on me disait ah bon, ce serait bien d'arrêter. Et donc c'est à chaque fois remis sur moi comme si c'était mon choix de le faire, alors que pour moi c'était la seule manière de survivre. Enfin, je dis ça avec les mots d'aujourd'hui, mais à l'époque je voyais pas comme ça. Mais oui, je pense que, enfin là récemment j'ai fait, ce qui m'a vraiment aidé à m'en sortir, c'est que j'ai fait une thérapie de 3 mois avec une psychologue qui est spécialisée dans les troubles de dépression, d'anxiété avec l'addiction. Et c'est elle qui m'a vraiment expliqué les raisons pourquoi les gens développent cette maladie. Je pense que si j'avais eu ces outils au début, j'aurais pu moins me détester, moins me dire que c'était ma faute, moins me dire que c'était un choix que j'avais fait. Et je pense que je m'en serais peut-être sortie plus vite, oui. C'est intéressant que tu dises ça parce que le fait, enfin, ce que tu relates, le fait de t'être senti si mal et en fait, le jour où tu t'es dit effectivement, j'ai une addiction, de t'être senti encore plus mal alors que au final, Mhm. c'est une maladie et que bah, t'y étais pour rien. Ouais, Ça, ouais, ouais. les gens n'ont tellement pas conscience et même des gens qui ont été addicts et qui s'en sont sortis aujourd'hui, je suis pas sûre que tout le monde ait vraiment cette image dans la tête, hein. Ouais, et je pense que ça revient aussi au tabou qu'on a autour de l'addiction, c'est qu'on pense vraiment que c'est plus un choix qu'autre chose. Et ouais, non, ça peut être super dangereux pour tout le monde. Mais je pense qu'aussi, c'est vraiment le problème du vocabulaire qu'on a autour de l'addiction. Et heureusement qu'il y a des programmes comme le tien qui donnent la parole aux addicts. Mais comme tu le dis aussi, il y a des addicts qui pensent que c'est pas une maladie non plus, quoi. Alors que avec le travail que j'ai fait en thérapie, j'ai vraiment découvert que c'était une maladie qui était vraiment entremêlée avec l'anxiété, la dépression. C'était une manière de self-medicate, comme on dit ça. Comme si tu prenais des médicaments, mais c'est pas des médicaments, c'est de la drogue ou c'est de l'alcool, etc. Tu sais, moi, il y a un médecin qui m'a dit, quand j'avais tous ces problèmes avec mon père, qui m'a dit, vous savez, l'alcool, c'est le meilleur des anxiolytiques. Et malheureusement, il a trop d'effets secondaires. S'il n'avait pas d'effets secondaires, même nous, les médecins, on le prescrirait, mais il est trop dangereux. Mais je trouve ça super intéressant parce que à chaque fois, on parle de réparer les symptômes, en fait, de traiter les symptômes de la maladie, au lieu de traiter vraiment le fond, d'où ça vient. Parce que l'addiction, que ce soit une addiction qui, tu vois, qui est journalière, qui est aussi destructive que la mienne, c'est la même chose qui nous pousse vers ces comportements-là qu'une personne qui, par exemple, fume la cigarette, ou une personne qui boit un verre de temps en temps. C'est, oh là là, j'ai une journée de merde, je me sens pas très bien, j'ai des émotions en moi que j'aime pas trop, je vais me tourner vers ça pour me sentir mieux. Et l'alcool, malheureusement, et le cannabis un petit peu moins, mais toujours un petit peu aussi, surtout à cause de la musique d'aujourd'hui, c'est tellement banalisé, tellement normalisé dans la culture française, mais aussi la culture britannique ou la culture belge, dont j'identifie avec les trois,
euh, c'est quoi mon point? Mm. Euh, Bah, on n'en voit plus les dangers. ouais, c'est ça, mais et aussi on associe ça avec les belles choses. Si tu vois toutes les pubs pour l'alcool, c'est toujours un beau mec dans un bar ou une belle femme dans un bar et des gens qui s'amusent, qui font la fête, etc. On parle pas souvent des dangers de ça, et quand on parle des dangers, on en parle d'une façon très 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 brusque, et on parle seulement des dangers vis-à-vis des symptômes, au lieu des dangers, genre pourquoi est-ce que les gens se tournent vers là, que ce soit pour une addiction ou juste quelqu'un qui fume une clope en soirée ou qui boit un verre en soirée en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est super intéressant parce que ça, tu vois, dans toutes les personnes que j'ai interrogées, personne m'avait fait cette analyse de cette manière-là. C'est super pertinent. Alors, donc toi, tu as vécu une addiction qui a duré 6 ans. Mhm. Euh, dans le commun, dans le schéma classique, les gens parlent de déclic. Ouais. C'est un peu le mot qu'on entend à toutes les sauces. Est-ce que toi, Mhm. tu l'as vécu comme ça? Alors pas du tout. Dans le même sens où on parlait du fond qui est un fond continu, pour moi le déclic se fait continuellement aussi. Et je trouve que parler de déclic, ça banalise encore un peu, ça simplifie un peu la maladie. Pour moi, le moment où j'ai décidé d'arrêter la première fois, donc j'ai fait ma première tentative d'abstinence l'année passée, et aussi je voulais revenir sur le fait que tu as dit j'ai eu 6 ans d'addiction. Moi, personnellement, je pense que l'addiction, ça va durer toute ma vie. Même si je sais que dans 20 ans, je n'aurai pas du tout la même tentation, j'aurai pas du tout les mêmes pensées, puisque la racine de l'addiction vient du fait qu'on ne sait pas gérer ses émotions parce qu'on ne sait pas les reconnaître, on ne sait pas quoi en faire avec. C'est un travail continu, en fait. Donc, quand on parle d'addiction de 6 ans, en fait, c'était l'addiction à la substance, mais c'est pas les racines. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça, ouais. Donc pour moi, le déclic, en tout cas pour moi, il s'applique pas du tout avec ce que j'ai vécu. Mais le moment où j'ai décidé d'arrêter la première fois, c'était parce que j'avais un ras-le-bol total, en fait. Déjà, j'avais fait quelques trucs dans ma vie, donc j'avais eu un emploi, j'ai fait l'université, etc. Donc, je me sentais mieux vis-à-vis de moi-même. J'avais moins peur du futur et j'avais aussi construit un bon groupe d'amis, donc je me sentais plus rassurée vis-à-vis du futur. Mais après, ouais, j'ai eu un gros ras-le-bol, j'en pouvais plus en fait. Donc j'étais très consciente de mon addiction, enfin, depuis des années. Donc j'en parlais souvent avec mes amis et mes colocs de l'époque qui eux fumaient pas du tout et qui étaient vraiment super avec ça. Et jamais une seule fois ils m'ont fait sentir comme si j'étais une merde. Et j'en parlais beaucoup avec mes frères aussi, qui tous les deux souffrent d'addiction de différentes manières. Et donc ouais, donc tous ces gens ont toujours cru en moi à fond et ils m'ont toujours rassuré que je pouvais y arriver, même si des fois j'y croyais pas moi-même. Et même si je replongeais dedans après avoir été quelques jours, ils me disaient tout le temps non, t'inquiète pas, ça va aller, on croit en toi. Et oui, un jour l'année passée, j'en ai eu vraiment marre. J'en ai marre d'avoir plus d'énergie, d'être moins sociable, de dépenser de l'argent aussi. Et j'en avais marre aussi d'enrichir des dealers qui étaient des mecs pas très réglo. En tant que femme qui va choper chez des dealers, souvent on se fait harceler sexuellement, on a des demandes qui sont pas du tout correctes. Enfin, on nous traite comme on traiterait pas du tout un client qui serait un homme. Donc c'était quelque chose que je voulais aussi éviter et je voulais pas participer à cette microéconomie en fait. Donc c'était un ras-le-bol de tout. Est-ce que tu un exemple justement, parce que ça c'est super intéressant aussi ce que tu dis, le Mhm. rapport au dealer. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose, un exemple que tu pourrais nous raconter à ce niveau-là? En Angleterre, le sexisme est un peu moins hardcore qu'en Belgique, là où j'ai grandi par exemple. Mais je dirais sur 8 dealers sur 10, à un moment, ils faisaient une petite tentative, une approche. Est-ce que t'as un copain? Oh là là, t'es bien mignonne. Enfin, des petits trucs comme ça. Mais c'était jamais super agressif. Mais en Belgique, j'ai eu une expérience assez terrifiante quand j'avais, je pense, 19 ans. J'ai été chez un dealer et il fallait toquer à la porte. C'était dans un petit appartement. Et puis après, il laissait rentrer. Et là, il donnait. Et donc, je suis rentrée dedans. Il y avait deux hommes d'environ, je dirais, 40 ans. Et ils ont refermé la porte derrière moi. Heureusement, j'étais sur mon téléphone et enfin, comme toutes les femmes, on est habitué à ce genre de choses. Donc, j'ai fait genre que j'étais sur un appel et j'ai fait genre que j'avais un petit copain qui m'attendait juste devant. Et oui, oui, je suis là dans 5 minutes, t'inquiète pas. Donc, enfin, je sais pas ils avaient des plans de faire quoi que ce soit, mais en tout cas, je me sentais pas du tout en sécurité. Donc ça, c'était vraiment une mauvaise expérience. Donc, ça, c'était dans une ville universitaire en Belgique. Donc, après ça, j'ai essayé de trouver quelqu'un d'autre et une de mes amies qui fumait à l'époque m'a dit qu'elle connaissait une femme qui était dealer. Donc j'ai été voir cette femme qui était trop sympa et ça faisait vraiment du bien de, pour une fois, aller choper sans se dire ok, peut-être que je vais me faire draguer, peut-être que je vais avoir des avances dont j'ai pas envie d'avoir, etc. Et donc j'ai été voir cette femme qui était super sympa et
quelques semaines plus tard, j'ai essayé de la recontacter et elle m'a appelé pour me dire écoute, je suis désolée, mais j'ai dû fermer. Ça faisait même pas 2 mois qu'elle essayait de faire ça. Et justement, quand je lui ai parlé, je lui ai demandé ah c'est cool d'avoir une femme. Elle me dit oui, mais justement c'est pour ça parce que moi aussi je fume et j'en ai marre des mecs qui font ce genre de choses quand je vais choper chez eux. Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer ce micro business pour moi et pour aussi faire vraiment ça que pour des femmes et puis de temps en temps des hommes si jamais j'ai besoin d'arrondir les fins de mois. Et donc ouais, elle m'a appelé quelques semaines plus tard et elle m'a dit que elle devait arrêter parce que un des gars avec qui elle a essayé de vendre a fait une approche pas du tout catholique et donc ouais, même elle en tant que dealer, le pouvoir a été repris sur elle. Donc ouais, donc c'était assez difficile pour elle et pour moi en général avec ses dealers quoi. C'est fou comment le rapport à la femme dans n'importe quel domaine est Ouais. toujours le même. C'est dingue. C'est dingue. Ouais. Mais c'est intéressant aussi avec le milieu de la beuh parce qu'il y a souvent des dealers qui veulent fumer avec toi. Et dans le même sens où les mecs ils vont dire des trucs genre ah t'es pas comme les autres femmes, tu vois toutes les petites phrases de merde qui sortent pour essayer de t'amadouer. Et ben ils disaient des trucs genre ah tu fumes pas comme les autres, ah, tu sais bien défumer. Enfin c'était vraiment genre c'était un microcosme de sexisme dans le monde de la fumette quoi. C'était assez enfin je dis intéressant maintenant hein, d'en regarder mais c'est vrai qu'à l'époque en plus j'étais très jeune hein, donc ouais, non, c'était assez inquiétant. Tu disais que toi, t'avais pas eu un déclic soudain, mais que ça s'est fait sur un temps assez long. À quel moment alors déjà, est-ce que tu as eu une prise en charge médicale ou psychologique ou psychiatrique, psychique? Comment ça s'est passé pour toi? C'est moi même qui a fait la démarche. Parce que le problème avec le cannabis, et je pense l'alcool, ça peut être pareil aussi, c'est qu'on arrive assez bien à vivre avec, en fait. On peut vivre une vie normale, avoir un travail, sûrement avec des autres drogues ou des autres substances aussi, mais pendant un moment, j'allais voir un psychologue par là, un psychologue par-ci, un médecin par-là, mais il me disait, écoutez, regardez, votre vie va bien, etc. Donc, il n'y a pas besoin de grandes prises en charge, ou alors il n'y avait pas assez de personnes disponible pour offrir de l'aide psychologique. Mais au début de cette année, j'ai vraiment ressenti le besoin d'aller voir un psychologue. Donc j'ai fait mes propres recherches et donc j'ai fait une thérapie de 3 mois avec une psychologue en Angleterre qui s'est déroulée vers la fin dans le confinement. Donc c'était en conférence audiovisuelle qui était en fait super bien. Je le conseille aux gens, surtout ceux qui enfin, moi, je mettais souvent un masque quand j'allais dehors. Je me faisais belle, je mettais du maquillage, des vêtements avec lesquels je me sentais confiante. Donc, je me sentais pas exactement comme je me sentais dans ma chambre en train de fumer toute seule dans mes joggings que j'avais depuis 2 jours. Donc, le fait de le faire chez moi en vidéoconférence, en fait, ça m'a beaucoup aidé de faire tomber mon masque et d'être vraiment vulnérable. La thérapie de 3 mois, c'était la seule prise en charge que j'ai fait et c'était de moi-même. Ok. Et ton sevrage, tu l'as réussi comment? Ça s'est passé comment pour toi? Mon sevrage, donc je l'ai fait graduellement. Donc je savais à quelle date je voulais arrêter. Donc j'ai décidé d'effacer tous mes numéros. Il y a toujours la peur du manque qui vient, donc j'ai décidé d'écrire mes petits numéros au cas où, parce qu'en fait l'idée de dire que tu l'auras plus jamais dans ta vie, c'est ça qui fait vraiment peur. Donc j'ai décidé d'écrire mes petits numéros et j'ai donné les numéros de mes dealers à ma coloc qui a une relation très très saine avec la fête et avec les substances et qui aussi est très forte de caractère, donc je savais très bien qu'elle me le donnerait pas. Mais voilà, donc c'était juste un peu pour me protéger moi-même de la peur de vivre sans. Et puis j'ai tout jeté, que ce soit tous les accessoires qu'on a pour fumer, le grinder, les feuilles, etc. et tout. Et j'ai gardé un petit peu pour les prochains jours, pour un peu diminuer la dose en fait. Parce qu'à ce moment-là, je fumais, je pense, 4 ou 5 jours par jour. Et puisque j'avais déjà arrêté avant, je m'attendais aux symptômes. Donc les symptômes physiques surtout me faisaient moins peur. Et puisque je faisais ma thérapie en même temps, donc j'ai arrêté de fumer dans les 3 dernières semaines de ma thérapie et j'avais commencé à méditer aussi. Donc je sentais que j'avais des outils en fait pour euh, m'aider quand je ressentais des trucs que j'aimais pas, comme la colère ou la tristesse. Donc ouais, mon sevrage s'est fait graduellement, mais il s'est bien fait aussi parce que je m'étais préparée, parce que j'avais l'expérience de tentative de sévrage avant. Tout à l'heure, tu nous as dit à chaque fois que j'essayais d'arrêter et que j'y arrivais pas, ou en fait je me sentais encore plus mal, bah, au final, au moment où là, la dernière fois où tu as décidé d'arrêter, ces échecs, et je mets des gros guillemets hein, quand je dis échecs, t'ont aidé à t'en sortir. Ouais, exactement. Mais c'est aussi parce que j'ai compris que la possibilité d'échec est toujours là. Là, pour le moment, je fume pas et j'ai pas envie de fumer, mais
peut-être que dans 2 mois, je vais fumer, tu vois? Genre, je me dis moins que c'est une fatalité, que maintenant c'est fini pour toujours et en fait, c'est ça, en fait, qui renforce l'addiction, c'est qu'on se dit: «Je peux si je vis sans, c'est la merde». Donc je sais pas comment vraiment expliquer ça. C'est limite réconfortant de me dire: «Oh non, il y a peut-être un moment où genre, il y aura un pote à moi qui aura un joint et je pourrais tirer dessus». Alors que je sais que je vais pas le faire, mais juste l'idée de dire ça me réconforte et ouais, comme tu as dit, les expériences que j'avais eues avant ont fait en sorte que je savais comment le faire, j'ai un problème, j'ai vraiment du mal à demander de l'aide aux autres. C'est pour ça que ça m'a pris tellement longtemps à faire une vraie, thérapie. J'ai été voir plusieurs psychologues avant et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à fumer parce que j'arrivais pas à parler de mes problèmes, je savais même pas ce que je ressentais. Donc j'ai essayé de m'aider moi-même avec le cannabis. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est un problème du cannabis, c'est qu'on ma mémoire a été vraiment affectée. Donc des fois, je pars sur une tangente et j'arrive même plus à penser ce que je voulais dire. Non, non, mais c'était clair, t'inquiète pas. Ouais, OK, cool. Et donc du coup, aujourd'hui, ça fait combien de temps que t'as pas fumé? Alors là, je vais checker ma petite application. Là, ça fait 36 jours. Moi, je suis très fière de moi-même. Le moment où j'ai arrêté pendant plus longtemps, c'était l'année passée, ma première tentative, enfin, vraie longue tentative, parce que j'en ai fait plein avant, mais ça durait pas plus que 5 jours. Mais j'ai fait 3 mois l'année passée. Je m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais j'ai commencé à remplacer la beuh par un peu l'alcool. Donc et la cigarette aussi. Donc j'ai arrêté de fumer la cigarette parce que je fumais que le joint. Et donc je suis remis à fumer la cigarette et je sortais beaucoup plus qu'avant. Donc avant je buvais même pas une fois par semaine. Là c'était jusqu'à 4 fois par semaine où je faisais la fête, où je sortais, où je buvais. Donc j'ai un peu remplacé ces comportements addictifs que j'avais avec la beuh, avec le cannabis, avec d'autres substances. Et donc c'est aussi une chose que j'ai appris enfin, pour cette fois-ci, c'est que il faut que je fasse attention aux autres trucs. J'ai tendance à remplacer la substance par une autre en fait. Je pense que je suis super fière du fait que maintenant je, j'ai commencé à apprendre à me connaître et à me gérer d'une manière dont j'ai jamais réussi à le faire avant. Surtout, je suis fière du fait que je me suis pardonnée. Je pense que c'est essentiel pour s'en sortir et ça revient à ce qu'on disait avant avec le fait qu'on n'explique pas souvent que l'addiction c'est une maladie et qu'on pense que c'est un choix. Donc ouais, donc je suis très fière du travail que j'ai fait sur moi vis-à-vis du pardon et vis-à-vis de ouais oui, de commencer à apprendre à gérer mes émotions, à les reconnaître surtout, à savoir mettre des mots dessus. Et souvent, quand je sais que l'envie de fumer vient, c'est quand je sais que je me sens pas bien en fait. Donc avant, quand je me disais putain merde, t'as un échec, pourquoi est-ce que tu penses à fumer alors que t'as arrêté? Maintenant, je me dis ah ok, j'ai cette sensation d'avoir envie de fumer, c'est peut-être parce qu'il y a une petite sensation en moi qui dérange. Donc j'essaie de trouver en fait l'émotion qui me dérange. Par exemple, ah je me sens mal vis-à-vis de cette situation qui s'est passée avec un ami, je me sens mal vis-à-vis de cette chose-là que ma mère m'a dit. Et donc je vais ouais puiser l'émotion au lieu de me tourner directement vers l'évasion. Donc ouais, donc je suis super fière du travail que j'ai fait niveau gestion d'émotions quoi. En fait, toi, la clé pour toi, ça a été de t'écouter, d'écouter tes émotions, au final, pour réussir à les apprivoiser. Ouais, mais c'est ça qui est difficile, c'est que, enfin, j'en parlais beaucoup avec ma thérapeute en fait, qui m'a expliqué que les personnes qui sont prônes à l'addiction, c'est des personnes qui, dans leur enfance, n'ont pas été aidées à reconnaître leurs émotions. Donc, quand un enfant, par exemple, pleure à l'âge de 4-5 ans, un parent qui est émotionnellement intelligent et émotionnellement mature va voir son enfant et lui dit: «Oh chérie, tu pleures, je pense que c'est parce que t'as faim, ou peut-être parce que c'est que tu t'es fait mal, ou peut-être parce que ton ami n'a pas voulu jouer avec toi à la balle». Et ils expliquent les émotions de l'enfant parce que l'enfant à cette époque-là n'est pas capable de les reconnaître. Et donc ça, on dit que c'est du bon parenting. Mais si les parents ne font pas ça, ben l'enfant en fait ne comprend pas pourquoi il réagit comme ça. Et encore pire, si le parent fait sentir mais un peu la faute sur l'enfant, on dit pourquoi tu pleures, en gros renie les émotions de l'enfant, à ce moment-là, on est encore plus dissocié de ses émotions. Et c'est pas pour mettre la faute sur les parents, hein, parce que les parents qui font ça, c'est des parents qui ont eu aussi eu des parents qui font ça. Bien Donc sûr. donc c'est un cercle vicieux et c'est un cercle justement à casser. Pour moi, vraiment, la clé de l'addiction, et c'est ce que ma thérapeute m'a fait comprendre aussi, c'est le fait que ouais, on n'arrive pas à mettre des mots sur comment on se ressent, donc on n'arrive pas à se comprendre. Donc
on sait pas vraiment gérer la situation, on n'arrive pas à en parler aux autres et l'humain est un être social, on a besoin des autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir se sentir mieux. Et donc, on se renferme sur soi-même et alors à ce moment-là, on est tenté par des substances qui font en sorte qu'on s'évade, qu'on se sente mieux sur le moment et après enfin, les émotions nous rattrapent toujours, donc ça reviendra toujours. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est pour ça que l'addiction en fait c'est défini comme une prise du substance pour l'addiction de la substance et une prise d'une substance qui va augmenter dans le temps et augmenter aussi en dose, en fréquence et en dose. Et c'est parce que le trop plein d'émotions vient nous rattraper. Il est amplifié aussi par, en tout cas avec le cannabis, l'anxiété, les pensées négatives sont vraiment amplifiées. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de toujours plus pour en fait combler quoi. J'ouvre une brève parenthèse concernant l'enfance, les enjeux de l'éducation et surtout l'importance de l'apprentissage des émotions. Étant jeune maman, c'est une thématique qui m'a beaucoup intéressée ces derniers mois. La pédiatre Catherine Guéguin explique au micro de Clémentine Sarlat, du podcast La Matrescence, les étapes du développement du cerveau du fœtus jusqu'à sa maturité, qui, rappelons-le, n'arrive qu'à l'âge de 25 ans. Mais aussi l'importance de l'accueil des émotions de nos bébés, de nos enfants, dans leur construction. Et comme la gestion des émotions est un sujet central lorsqu'on parle d'addiction, je vous encourage, parents ou non, à écouter cet épisode qui, au-delà de nous donner des clés d'éducation, nous éclaire sur nos propres comportements d'adultes. Je vous mets le lien en description. Dans le cas à moi avec ma mère, à chaque fois que je parlais par exemple du fait que quand dans ces dernières années quand j'ai vraiment fait un travail sur moi, j'essayais un peu de lui dire ah, tu sais quand j'étais enfant, ceci ou cela. Par exemple pour la maladie et la mort de mon père, on n'a jamais expliqué en fait. Il est décédé, on m'a expliqué 2 jours avant qu'il y avait moyen qu'il allait mourir. On n'a jamais assis, moi et mes frères, en disant écoutez, votre papa est malade, voilà ce qui se passe, etc. Donc, les enfants voient tout et sont des éponges. Elles prennent toutes les émotions, ils prennent toutes les émotions, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas le vocabulaire et l'intelligence et la maturité de le comprendre à cette époque-là. C'est vrai, c'est vrai. T'as fait un énorme travail sur toi-même dont tu es très fière et t'as largement raison d'être fière de toi. Et comment, après tout ce travail, la vie, elle est comment? Qu'est-ce qui est plus beau pour toi? Et est-ce qu'il y a des séquelles qui restent aussi? Bah déjà, je pense que c'est le début de la vie en fait, l'après-addiction, enfin l'après-substance, c'est vraiment le début de la vie parce qu'on se découvre. Et ouais, comme tu dis, c'est super dur, mais c'est aussi incroyable. On a plus de temps, on a plus d'argent, donc ça c'est super cool, mais aussi ça peut faire peur parce qu'on n'a plus notre meilleur ami, on n'a plus notre béquille. Mais ouais, mais c'est aussi incroyable parce qu'on arrive enfin à se connaître, à se comprendre. Ça m'a laissé des séquelles, je disais avant, avec ma mémoire par exemple. Je sais pas si j'avais une bonne mémoire avant parce que moi c'est arrivé fin d'adolescence, donc c'est vrai que j'arrive pas vraiment à me comparer avant ça parce que de toute façon quand on est adolescent, on est un peu part un peu en couille. Mais ouais, donc ça fait des séquelles sur ma mémoire et sur ma peau aussi. Ma peau s'est vraiment abîmée. Mais ça c'est aussi à cause du tabac. Mais pour moi, les bénéfices sont beaucoup plus importants que les conséquences négatives, on va dire. Déjà, comme je disais, ouais, savoir gérer ses émotions sans substance, on se sent vraiment forte. Aussi, ça forge beaucoup d'empathie de vivre une addiction. Et si on arrive à vraiment s'en sortir, je pense que on devient un bon communicateur, on sait vraiment très très vite lire les gens et aider les autres. Donc ouais, pour moi, la vie après l'addiction, c'est difficile, c'est super beau, c'est vraiment un combat journalier. Il faut vraiment faire des efforts tous les jours, faire des efforts de pas avoir des pensées négatives vis-à-vis de soi-même. Par exemple, si on a une envie ou si je passe devant quelqu'un à un arrêt de bus qui fume un joint et que mes papilles gustatives sont en train de s'éveiller, pas me dire genre oh, putain merde je devrais ne plus avoir ce genre de réaction, se dire genre ah c'est normal et le fait que je dise non à ça genre je me sens bien avec ça en fait. Donc tous les jours c'est des petits tests et je pense que ça c'est vraiment enfin je suis plusieurs forums, plusieurs podcasts etc et on me dit que ça c'est vraiment dans les premières années on a tous ces petits tests journaliers avec soi-même mais à chaque fois qu'on dit non à chaque fois on se sent plus fort donc ça devient de plus en plus facile. Ouais, c'est vraiment réapprendre à se connaître, à s'aimer, à accepter nos... Alors c'est même pas des faiblesses, mais nos petits moments où sans, tout simplement, les moments où on est un peu moins bien. Ouais exactement ouais. Et après tout ça, après tout ce travail, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais dire à tes proches maintenant que tu t'en es sortie? Bah juste merci d'avoir été patient. Surtout un grand merci à mes frères parce qu'ils ont vraiment toujours été là pour moi. Ils ont un amour inconditionnel pour moi et moi pour eux. Et c'est vraiment c'est mes repères Tes dans la piliers? vie.
Ouais, mes piliers, exactement. Bah oui, bah juste leur dire merci et de dire que peu importe ce qu'il arrive dans leur vie, moi je serai toujours là pour eux aussi. Et voilà, que je les aime fort. Et au même titre, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la Elena qui commençait tout juste à fumer du cannabis il y a plusieurs années? Je pense que je voudrais déjà lui faire un gros câlin parce qu'elle allait pas très bien. Je pense que ouais, il y a d'office une partie de moi qui est là genre oh éloigne-toi de cette personne-là, fais attention à ça. Mais je pense que ce qui devait arriver arriva et je suis contente de ma vie et fière de mon parcours. Donc et je pense que ça fait aussi la personne qui je suis aujourd'hui, mon addiction. Donc et j'aime beaucoup la personne qui je suis aujourd'hui. Donc je pense que je lui dirais juste de pas s'inquiéter, d'être patiente avec soi-même, de se dire que c'est pas de ma faute et que c'est pas un choix égoïste, mais que c'est juste la manière dont à l'époque je voyais la vie, la seule manière dont je me voyais vivre et que j'allais m'en sortir un jour ou l'autre et ouais, être patiente, être gentille avec moi-même et ouais, juste avoir de l'amour pour moi-même. Alors je sais pas si c'est pareil en Belgique, mais en France, l'addiction, c'est archi tabou. On en parle sans en parler. On fait souvent des blagues, notamment sur l'alcool. Mais par contre, quand il s'agit de cas graves, on n'en parle pas du tout, ou alors c'est un sujet qui est plutôt honteux. Comment on pourrait changer ça, selon toi? Bah déjà avec des initiatives comme la tienne, avec ce podcast, avec des émissions de télévision comme celle que tu as retrouvée sur YouTube où tu avais vu mon commentaire. Donc c'est ouais, donner la parole aux personnes qui souffrent d'addiction en fait, arrêter de parler à leur place et ne pas banaliser la personne qui fait cela, les effets sur son entourage, etc. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on vilainise beaucoup. On parle beaucoup des symptômes physiques liés à la substance, la possibilité de la mort, que la drogue c'est mal. On en parle comme si c'était un choix fait par une personne égoïste, comme on avait dit avant. Mais ouais, faudrait en parler en termes de maladie, que c'est pas un choix. Pas dramatiser la chose, parce que tellement de personnes en souffrent en fait. En fait, ouais, normaliser la chose sans la banaliser. Je sais pas si c'est clair. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Casser les clichés. Voilà, exactement. Et aussi, c'est vraiment se focaliser pas sur les symptômes liés à la substance qu'on prend, mais vraiment à racine de cette maladie. C'est une maladie mentale. Et pourquoi, pourquoi les gens se tournent vers des substances, pourquoi les gens ont envie d'adoucir, évader des sentiments qu'on n'aime pas ressentir. En gros, pourquoi on choisit ça pour se sentir mieux. Et ça serait hyper intéressant parce qu'après on peut retrouver des sujets dont on discutait avant sur la famille, comment on élève ses gosses. C'est ça en fait le plus important. Parler d'addiction aussi en termes d'anxiété, de dépression, parce que c'est tous des manifestations de profond mal-être avec soi. J'avais créé un compte Instagram il y a quelques années, quand j'avais essayé d'arrêter une fois, pour un peu trouver une communauté de gens qui voulaient arrêter de fumer le cannabis. Dès que j'avais ouvert ce compte, j'avais même pas posté un seul truc, j'ai été bombardée de messages par de gens qui étaient là genre mais on peut pas être accro à ça, y a que toi qui fais ça, blablabla. Enfin, et c'est vraiment le cas aussi avec l'alcool, c'est ouais, le fait qu'on a tellement normalisé ça dans la société, donc ça devient à deux extrêmes. Donc soit il y a des personnes qui arrivent à fumer de temps en temps, ou soit il y a des personnes qui sont complètement accros, savent pas vivre sans et sont des gros égoïstes. Et je pense qu'il faut trouver, au lieu de différencier, il faut trouver la similitude entre les deux. Toute personne qui choisit de boire un verre de vin, qu'elle soit addicte ou non, le fait parce que elle veut sentir mieux, elle veut passer du bon temps, elle veut s'évader de quelque chose, elle a une journée difficile au travail, c'est une manière de s'évader en fait. Donc ouais, je pense qu'il faudrait parler juste ouais des racines de la raison pourquoi on se tourne vers des choses comme l'alcool, comme le cannabis, comme ouais d'autres substances. T'as raison, parce que en plus, ce que tu disais, alors il y a deux écoles et qui sont complètement opposées et j'ai l'impression qu'il y a pas de juste milieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te dire, «Non mais c'est impossible d'être accro, au cannabis, c'est il suffit» alors le mot qu'on entend souvent, c'est: «Avec un peu de volonté, on s'en sort». Exactement, c'est un choix. Voilà, c'est ça, c'est un choix et puis à contrario, tu as les gens qui disent: «Ah non mais ça commence par un joint et puis après, ça monte crescendo, et puis, jusqu'à finir accro à des drogues, très, très, alors en plus je déteste quand on parle de drogue douce ou de drogue dure, il y a pas de drogue douce ou de drogue dure. Toutes les drogues ont un effet négatif sur le corps, qu'importe, les effets qu'elles donnent au moment de la prise. Donc déjà ça, c'est important et ça je trouvais ça intéressant aussi d'échanger avec toi parce que toi, bon, il y avait un mal-être, il y avait plein de choses en fait, sous-jacentes à l'addiction, mais c'est pas parce que tu as, fumé du cannabis que tu as été accro au cannabis que tu es devenu accro à la cocaïne, à l'héroïne.
absolument pas. Et comme j'avais dit, j'ai essayé tout avant, mais je me suis dit, parce qu'aussi enfin, c'était le cannabis pour moi, c'était le plus facile parce que boire, ça me rappelle beaucoup enfin la maladie de mon père et personnellement l'alcool, enfin je sais pas pourquoi, je me suis jamais vue boire tous les jours et je pense que aussi j'associe ça avec ce que mon père a vécu. Mais pour moi, le cannabis c'était genre la drogue parfaite à choisir parce que c'était passable au niveau société. En plus, on me disait au début, on peut pas être accro au cannabis. Moi, j'étais là super. Même si je fume tous les jours, on peut pas être accro, donc je suis pas accro. Et ouais, comme j'ai dit, quand j'ai ouvert ce compte Instagram et qu'on m'a fait des commentaires comme ouais, c'est juste toi le problème, un petit peu de volonté. Et en plus, il y a toute une espèce de culture autour du cannabis, que ce soit le reggae, etc. Et tout. Enfin, il y a beaucoup de gens qui vénèrent ça en fait, qui parlent de ça comme ouais non, c'est la plante des dieux. En plus, enfin, il y a des propriétés comme tu disais avec le médecin tout à l'heure qui disait l'alcool a des propriétés bénéfiques, le cannabis aussi. Le cannabis me rendait très créative à un moment, genre j'ai écrit des milliers de chansons quand j'étais défoncée quoi. Mais ouais, il y a aussi les détriments et en fait l'addiction ça a rien à voir avec la substance. L'addiction c'est à voir avec les racines de pourquoi on se tourne vers une substance. Et donc ouais, je pense que pour casser le tabou, il faudrait vraiment qu'on arrête de se focaliser sur les substances, mais pourquoi les gens se tournent vers ces substances, donc la maladie, donc l'addiction en tant que maladie, quoi. J'imagine que à l'école, au lycée, tu avais entendu, il y avait eu peut-être un peu de prévention faite autour de tout ça, mais enfin moi en tout cas, il y en a eu plein, quand j'étais ado. Mais en fait, un adolescent, il a envie de tester ses limites, et cetera. Pour toi, comment devrait, leur parler? Comment on devrait parler aux plus jeunes pour leur expliquer que, tester des choses dans sa vie, c'est sain, mais qu'il faut, connaître, faut se connaître soi-même, en fait, pour ne pas prendre des risques trop importants? Mais justement, je pense que c'est ça, il faut se focaliser là-dessus, en fait. Je pense qu'il faut arrêter de faire des cours préventifs à la consommation des substances, mais faire des cours qui modélisent une approche de comment se connaître à soi-même, comment gérer ses émotions. Si on voit qu'un enfant a tendance à s'évader dans ses pensées ou à devenir violent, etc. et tout, ça c'est quelqu'un qui souffre d'un mal-être. Et c'est ça, en fait, faut venir à la racine du problème. Donc faire des cours ouais, sur l'éducation émotionnelle, en fait. Et après, quand ces cours-là sont donnés, je pense que les gens sont plus capables de dire, OK, moi, je vais fumer un joint parce que j'ai envie de tester, mais je vais pas le faire parce que j'ai envie de me sentir mieux. Pourquoi c'est important, pour toi de témoigner aujourd'hui? Bah, déjà parce qu'on parle pas assez d'addiction du cannabis. On idéalise beaucoup cette drogue. On dit souvent qu'on peut pas être accro parce qu'on peut pas mourir de cannabis. Enfin, y a personne qui, on dit souvent ça, hein. Y a personne qui est mort du cannabis. C'est pas une drogue forte, etc. et tout. Mais c'est comme toute substance. Même on peut être accro au chocolat hein, si on veut. Donc ouais, donc déjà je voulais parler de ça parce que genre j'ai pas trouvé beaucoup de gens qui en parlaient quand moi je faisais des recherches. Si je peux aider juste une seule personne, et ben c'est super. Et aussi parce qu'on n'entend pas souvent des gens qui sont au début de leur recovery. En anglais, on utilise le terme recovery. On n'utilise pas le terme de sévrage, d'addiction. On dit pas l'après-addiction. En fait, on dit que dès qu'on a terminé de prendre la substance, on est in recovery. Donc, on est en récupération, en fait. On trouve, enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé des témoignages de personnes qui sont en récupération depuis des années et des années, qui sont à 35 ans 35 ans sobres et qui vivent une vie incroyable, et qui sont en train d'aider les autres, etc. et tout, ou des personnes qui sont là depuis 1 an, 2 ans, mais pas souvent des personnes qui sont là au début. Donc même au début, je me suis dit, j'ai eu un peu le imposter syndrome, le syndrome d'imposteur, où je me suis dit, oh là là, est-ce que je suis la bonne personne à qui en parler? Et justement, je me suis dit, mais en fait, j'aurais tellement voulu entendre quelqu'un en parler à ce moment-là, au tout début, surtout les 90 premiers jours sont les plus difficiles. 90, 90 pour les Français. Donc ouais, donc je me suis dit que ce serait une belle occasion de partager cette expérience-ci, parce que je sais pas si, enfin personnellement, je sais pas si toi t'as eu cette expérience-là vis-à-vis de tes autres, les autres personnes que t'as interviewées, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour des personnes qui sont au début. Et et ouais, et je pense que dans la communauté même des gens qui fument, enfin je me suis séparée de cette communauté, mais là j'ai par exemple un bon ami à moi qui fume tous les jours depuis 8 ans. Il ne pourra pas dire oui je suis accro, ou alors il le dira genre oui je suis accro, mais bon c'est accro au cannabis donc on s'en fout. Et on voit ouais Comme c'est la vraiment clope. ouais exactement, c'est exactement comme la clope quoi. Mais c'est parce que la clope c'est super normalisé hein. Enfin je vois vraiment la différence entre la France et la Belgique où enfin dans mon cercle d'amis en Belgique 80% des gens fument la clope, alors qu'en Angleterre,
c'est même pas 20% parce qu'on a vraiment viralisé la chose, on a vraiment dit genre tu peux vraiment être accro, ça peut vraiment être mauvais pour toi. Et c'est un peu pareil avec le cannabis, mais c'est vrai qu'en France, je me souviens genre je me baladais dans Paris, il y avait des gens qui fumaient du shit dans la rue, alors que à Londres, là où je vis, enfin moi je me suis fait choper plusieurs fois par la police, hein, juste parce que j'avais un joint dans un parc au milieu de nulle part. Donc et en plus parce que c'est pas comme l'alcool, c'est pas une drogue qui excite, c'est pas une drogue qui nous rend un petit peu violents des fois ou qui nous fait trébucher, c'est vraiment quelque chose qui nous endort limite. Quelqu'un qui fume 10 joints par jour, à la fin, il est juste affalé sur son canapé avec une barre de chocolat vide entre les mains, la bouche ouverte et qui dort en fait. C'est pour ça aussi je pense qu'on a une image positive entre guillemets du cannabis parce que c'est pas quelque chose qui rend agressif ou violent, etc., comme d'autres substances peuvent le faire, comme la cocaïne. Donc, ouais, je pense que toute la culture du cannabis est hyper malsaine. Et puis, ça me fait penser à un autre point aussi, c'est que on alerte beaucoup les jeunes sur attention, si vous avez bu, vous ne prenez pas le volant. Et donc moi, dans mon adolescence et même un peu plus vieille, hein, quand on avait tous le permis, sur ça, en tout cas dans mon groupe d'amis, la majorité des gens ont toujours été très safe là-dessus, c'est-à-dire que j'ai bu, je dors sur place. Par contre, le nombre de fois où j'ai vu des gens fumer et puis se dire oh bah ça va, j'ai que fumé donc je peux conduire, mais en fait non. Enfin, Je connaissais même des gens qui disaient non, je conduis mieux quand je suis défoncée parce que je me concentre plus. Euh, c'est vraiment n'importe quoi. Et aussi quand tu fumes avant de boire, ça enlève un peu les effets de l'alcool puisqu'on est beaucoup plus adouci, on se sent plus, enfin, on est défoncé quoi. Donc l'effet de l'alcool est moins. Donc il y a des gens qui vont fumer quelques joints, qui vont boire quelques verres et ils se disent oh c'est cool, je peux prendre la route parce qu'ils ressentent plus les effets de la def que de l'alcool. Mais s'ils font un alcotest, ils sont dans la merde quoi. Donc ouais non c'est vraiment un problème. Et je pense que c'est ce qu'on disait avant, c'est vraiment on n'associe rien de grave avec le cannabis, quoi. ce serait quoi ton mot de la fin? Aux proches des personnes qui souffrent d'addiction, perdez pas espoir, donnez de l'amour à la personne qui souffre, mais aussi à vous-même. Soyez patient avec eux, mais avec vous-même aussi, parce que c'est vraiment dur. Et il faut juste croire en l'autre et croyez aussi en vos capacités d'accompagner la personne dans le procédé, d'être là à une différente fréquence, à différents moments. Et pour la personne qui en souffre et qui veut en sortir, eh ben, faut pas désespérer parce qu'on s'en sort vraiment. Faire confiance au temps et en soi et l'amour propre, c'est la seule cure de l'addiction pour moi. Donc il faut juste apprendre à se comprendre et comprendre pourquoi. Des fois, faire un petit travail dans l'enfance, ça peut être difficile, mais ça relève des émotions qui sont difficiles, mais aussi tout incroyables et tout aussi incroyables. Et il faut vraiment savoir laisser ces émotions prendre le dessus pour les sentir au lieu de les mettre de côté et de s'évader par l'addiction. Parce que vous en valez la peine. Vous n'êtes pas seul. Il y aura des jours faciles, il y aura des autres jours difficiles, pardon, mais on s'en sort et c'est tellement mieux de vivre que de survivre. Un immense merci à Elena pour sa confiance et pour ce très beau moment passé ensemble. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le commenter et à mettre un maximum d'étoiles au podcast. Enfin, si vous avez des questions ou si vous souhaitez témoigner, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram @onsensort ou par mail contact.onsensort@gmail.com. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Si vous avez besoin d'aide, d'informations ou d'écoute, vous retrouverez l'ensemble des numéros verts à votre disposition dans la description de l'épisode.